capitale de la Tunisie, pays de 3 200 000 habitants, protectorat français depuis 1880. Tunis, une des métropoles de l'Afrique du Nord, dans le cadre de ce que certains appellent l'Union française. Voici, aujourd'hui, au milieu d'un grand déploiement de troupes, son Altesse le Bey Mohamed Lamine Pacha Bey, souverain du peuple tunisien. Monsieur le résident général Périllier, représentant du gouvernement français, Monsieur le secrétaire général, bras droit du résident, Monseigneur l'archevêque de Carthage, haut prélat et propriétaire de grands vignobles. Monsieur le résident général veille jalousement à défendre les intérêts du gouvernement français sur les terres tunisiennes. On lui prête cette devise fameuse, je maintiendrai. Et la parade des troupes bellicales est placée sous le signe de cette tutelle que symbolise ce drapeau tunisien encadré de 2 drapeaux français. Pendant ce temps, les hommes de la résidence se réunissent pour célébrer la mémoire de Jules Ferry. Jules Ferry, qui déclarait le 28 juillet 1885 à la Chambre des députés « La colonisation est une des meilleures affaires auxquelles on puisse se livrer. C'est pour cela qu'il nous fallait la Tunisie. C'est pour cela qu'il nous fallait l'Indochine. Nous ne les quitterons jamais. » C'est vrai, la Tunisie est une source de gros profits. Les oasis fournissent des dattes de haute qualité. Les oliveraies de la région de Sfax, qui s'étendent sur plusieurs milliers d'hectares, produisent une huile fort appréciée. Le blé tunisien que l'on exporte remplissait déjà les greniers de la Rome antique. Les réserves de phosphate découvertes le siècle dernier sont immenses et fournissent en engrais les sols de plusieurs continents. On exploite aussi des mines de plomb à Djebel Halou. Et le fer de Djérissa que l'on utilise pour la fabrication d'aciers spéciaux est hautement apprécié dans les usines d'armes et de blindage du groupe Schneider. Les Romains déjà avaient eu vent de ces richesses. Ils envoyèrent leurs légions établir leur domination sur ces terres. Mais de cette conquête, seuls subsistent de grandioses vestiges. Car c'est le sort de tous les empires de s'écrouler, et de ces antiques cités, de ces palais, de ces temples, il ne reste que ruines. Refusant d'écouter les leçons de l'histoire, l'impérialisme français dresse vers le ciel de nouvelles colonnes. Voici celles qui soutiendront le futur hôtel de police. Il érige des hôtels de ville. Il a élevé un ministère des Finances. Pour le maintien de l'ordre, il a dressé des états-majors et des casernes. Pour les banques, il a fait surgir des buildings plus hauts que les temples les plus hauts. Pour les banquiers, des maisons. Des banques encore. Et un opéra fastueux, aux frises pleines de fraîcheur, sur les marches duquel de jeunes enfants se donnent rendez-vous pour s'amuser comme on aime à le faire à leur âge. Moi, Mohamed Belarbi, il y a quelques années encore, j'étais paysan. J'avais une terre à labourer. J'avais des bêtes qui pouvaient s'abreuver et se battre avec le troupeau du village en bas dans la vallée où coulait notre Medjerda. Je cultivais des légumes mûrissant au soleil dans l'attente du marché. Chaque semaine, l'un de nous y vendait les produits de notre travail.
Les petits-enfants pouvaient courir et s'amuser le long du chemin qui bordait notre maison pendant que la femme de mon fils mettait le pain au four. الشامة والخال والشفر العينين كبار وسوالف من فوق ضفرة كنوا السيارة سيديك. Aux approches de midi, toute la ferme attendait l'eau. الطيبة والعسل والمطر تقضيك واكب الفجر طعنوا لي بالشفار. Mais tout le monde savait le fleuve inépuisable et l'arrivée quotidienne des bidons d'eau, aussi sûre que l'arrivée du jour après la nuit. De cette vie laborieuse, il ne reste que ruines, des murs croulants et un foyer abandonné. Cette terre qui nous faisait vivre, qui nourrissait des dizaines de familles comme la nôtre, un colon, avec l'aide des policiers, nous a chassés, expulsés, prétendant l'avoir acheté à un seigneur de la cour que personne n'avait jamais vu. Ils ont déjà volé les meilleures terres du pays, mais chaque année ils en accaparent d'autres. Chaque année ils s'enrichissent, élèvent de nouveaux châteaux, pendant que les nôtres, chassés de Triègue, chassés de Mestir, chassés d'Amphidaï et de Chahal, sillonnent les routes de mon pays à la quête journalière du pain et de l'eau. Leurs charrues de bois chargées sur le dos d'un chameau, certains errent jusqu'aux confins du désert depuis enfuis. Pour se nourrir, ils n'ont que du sable et des pierres à défricher, avec l'espoir d'une moisson de maigres céréales. Une fois sur deux, la sécheresse fait crever les germes. Les sillons restent vides et c'est la famine. Pas pour tous, cependant. Les troupeaux des riches propriétaires du Sud, eux, peuvent tranquillement remonter vers les oasis. L'eau y coule avec abondance, mais les propriétés privées, sa possession minutée. Ceux qui passent, ceux qui ont faim, n'ont le droit que d'étancher leur soif, de laver leur linge et de repartir en rêvant d'une vie où l'eau serait le bien de tous. D'autres tentent de s'embaucher comme ouvriers agricoles ou saisonniers sur les riches terres qu'on leur a volées. Quand ils y réussissent, c'est pour vivre comme ces journaliers du domaine de l'Amphida. C'est travailler 12 heures par jour pour 170 francs. Et quand la misère devint insupportable, quand la colère, la haine et la faim les rassembla tous unis dans la grève, la police de l'oppresseur les tua à la mitrailleuse. Au pied de ce fronton, 6 hommes et une femme enceinte sont tombés assassinés pendant que le chemin de fer amenait vers les ports le blé et les olives qu'ils avaient récoltés.
D'autres enfin ont cru que l'industrie des colonialistes leur donnerait du pain. Ils sont venus à Tunis rêvant d'une vie meilleure, mais pour avoir un toit, ils ont dû construire avec de la boue et des pierres. فحوالي رايح فتحات أين التخميم قلبي عتاه الهلوات من ذاك الصيم مقلفني وانت تنفاط خشية الغيم في ليل مدلل يجمات تنور مريم ما تشبه خطر السرات حتى تحصيم كلم تدق في مهرات تغدر وتعيم السابق على كل أحوال بحر Ils sont déjà des dizaines de milliers entassés dans ces douars de terre et de tôle, chômant la moitié de l'année et toujours il en arrive de nouveau. Ces villages sont sans lumière et sans eau. Pour trouver une fontaine, il faut marcher 2 kilomètres jusqu'aux portes de Tunis. Ces enfants vers un autre village où ceux qui n'avaient pas de quoi se construire une maison vivent dans des grottes. Pour moi et ma famille, il n'y avait même plus de place dans les grottes. Nous avons dû vivre dans un dépotoir, construire un toit avec des résidus de fer et des bidons. En arrivant ici, nous espérions trouver du travail et aller vivre ailleurs. Depuis, les années ont passé, des mois suivirent, le bidonville a grandi et avec lui notre misère. Pendant ce temps, Monsieur le Résident général proclame son dévouement et sa sollicitude au peuple de Tunisie. Monsieur le Résident assure que la France est là pour contribuer au développement économique et moral de la Tunisie, pour assurer la prospérité et le bonheur des Tunisiens, le respect de la dignité humaine et de la liberté individuelle. La France porte en Afrique sa civilisation, sa science, sa culture et sa richesse spirituelle. Monsieur le Résident parle, Monsieur le Résident assure, Monsieur le Résident ment. 446 enfants sur 1000 meurent de sous-alimentation et le sort des survivants n'est guère enviable. Quelques-uns s'amusent comme ils peuvent. La plupart travaillent cyniquement exploités par les colonialistes. Des mendiants. Des mendiants. Encore des mendiants. Des taudis. Des bidonvilles. Nous sommes des dizaines de milliers à vivre ainsi, et pourtant nous avons connu une autre vie. Ils travaillent les uns pendant que leurs pères chôment, parce qu'un enfant se paye moins cher qu'un homme. Les autres, parce que le salaire de leur père est de toute façon insuffisant à les nourrir.
9% vont à l'école. En voici une. La classe se fait dans la rue. 9%, l'obscurantisme pour mieux asservir. Celle-ci est installée dans un ancien camion de l'armée hitlérienne. Le bilan sanitaire de la colonisation est pire. Le rachitisme tue les bébés sur les seins vides des mères, transforme les survivants en monstres. Le trachome aveugle 79% des enfants dans certaines régions. Tuberculose, paludisme, dysenterie, typhoïde, ostéite font des ravages. Cet homme attend la mort avec un débris de poumon. Cette femme voit la tuberculose ronger ses os parce qu'ils n'ont pu se payer des soins, parce qu'il n'y a que 472 médecins pour tout le pays. La charité n'y peut rien. Et de toute façon, une hypocrisie. Le paternalisme officiel ne peut masquer les crimes de ceux qui construisent des palaces climatisés pour la police à côté d'un misérable hospice dont la pancarte ment. Pour entrer ici, il faut justifier d'innombrables papiers moyennant finances en sous-main. Et quand les formalités sont closes, il faut attendre que son numéro d'ordre passe. Le plus souvent, on meurt avant d'y entrer. Pour dégager de notre pays les produits les plus rentables, les colonialistes nous ont donné du travail. Pour transporter le blé qu'on nous vole, 9 000 francs par mois, alors qu'il en faudrait 15 000 pour manger à sa faim. Blé de Medjaz El Bab, blé de Souk El Herba, blé de Souk El Kemis et de l'Amphida et de toutes nos anciennes terres, ils sont gouffres pour l'exportation. Ils se stockent dans une poussière qui ronge les branches pour 9 000 francs. Et 8 800 francs pour accumuler ces montagnes de sel. Pas de machine, le cheptel humain est moins cher. Qu'importe les pieds rongés par le sel 8 heures par jour. Là-dedans, 4000 des nôtres furent en une année victimes d'accidents du travail, parce que la mine se soucie moins de notre sécurité que de ses bénéfices. Ces bénéfices, ils ont déjà triplé de 1948 à 1950, mais ce n'est pas assez. Il en faut toujours davantage. Les cadences sont forcées, les frais de boisage réduits, le matériel non renouvelé au détriment de nos vies. Huit heures par jour à casser des cailloux dans la carrière du trust de la Fargue, à suer au soleil, à travailler comme des forçats sans espoir de devenir jamais autre chose que manœuvre dans un pays où l'occupant ne pense qu'à extraire, exporter. Voilà des années que nous vieillissons à niveler la montagne, à manier le marteau, à concasser la pierre, et pas pour nous loger, pas pour construire des écoles et des hôpitaux, mais pour ériger des palaces colonialistes, pour agrandir les bases navales. Extraire, exporter, piller, c'est ce qu'ils appellent mettre en valeur. Dans l'extrême sud, le puissant trust de Gafsa exploite en plein désert une des plus grandes réserves de phosphate du monde. Chaque matin, un petit train attend des milliers d'ouvriers pour les conduire à 10 km dans la montagne, arracher du phosphate pour enrichir des terres étrangères.
phosphate. Notre phosphate, nous en remplissons 10 000 wagons par jour, mais il leur en faut toujours plus pour l'expédier aux 4 coins du monde. Pour cela, ils ont construit un port moderne à Sfax. Tout y est prévu pour accélérer l'embarquement, pour asservir la peine des hommes au rendement des machines, pour leur faire suer le maximum de profit. Croyaient avoir tout prévu. Et pourtant, derrière ces grilles, terrés dans leur palais de marbre, les potentats de la mine ont peur, car face à eux se sont dressés les syndicats des mineurs. Rassemblant, organisant, unissant les travailleurs dans l'action, leur puissance n'a cessé de se renforcer. Les grèves se sont succédées en 36, en 37, en 39, se prolongeant des mois entiers malgré les arrestations, les déportations, les massacres. L'union s'est renforcée autour des morts et la lutte s'amplifie chaque jour. 2 mois de grève en 49, 103 jours en 50, contre les cadences infernales, la répression et les fusillades. Et grève pour une majoration de salaire. Grève pour obtenir ces maisons. Grève pour ces fontaines, pour ces WC. Grève pour cette école primaire encore insuffisante. La mine marchanda l'instruction comme elle avait marchandé pour les salaires et les maisons. Il faut encore des écoles, il faut encore des maisons, il nous faut des villes modernes et pour les avoir, chasser les importateurs de misère et d'oppression. Nous les chasserons. La lutte se renforce tous les jours et s'étend à tout le pays. Le mouvement grandit, monte. Dans le nord, des hommes parcourent les entreprises pour raconter ce que les mineurs ont arraché par leur union, le coup qu'ils ont porté à l'oppresseur. Voici un de ces hommes, Hassan Saadawi, un des plus vieux lutteurs syndicalistes. Les colonialistes lui ont fait passer une partie de sa vie en prison et en camp de concentration, mais rien ne l'a fait taire. Comme il y a 20 ans, il parcourt les chantiers et les mines, expliquant, organisant, appelant ouvriers et paysans à l'union et à la lutte contre les impérialistes. Divisés, nous ne sommes rien. Unis, nous pouvons tout. Cette idée gagne de nouvelles consciences, soulève l'espoir et chaque jour grandit le nombre de ceux qui prennent le chemin du combat pour la libération nationale, pour l'indépendance. Tout cela ne fait pas l'affaire des banques. Derrière leurs murs, les conseils d'administration prennent peur, s'agitent, échafaudent de nouvelles combinaisons. Ils tentent de trouver de nouveaux alliés. Et il est trop tard. Au coin de la justice, les engins de répression ne demandent qu'à servir et les expéditions punitives se succèdent. Contre les étudiants de la grande mosquée, contre les travailleurs du blé, contre les travailleurs du sel, contre les ouvriers agricoles de Potainville et d'Amphida. 2 massacres, des morts, des centaines de blessés, et ça ne suffit toujours pas. Pour plus d'efficacité encore, ils montent des provocations, ils organisent la famine, pour pouvoir massacrer massivement, comme à Madagascar, la famine. En 1946, les affamés vinrent mourir de faim par milliers jusqu'au centre de Tunis, pendant que le résident et les spéculateurs faisaient stocker le blé. Ils veulent la guerre, encore une guerre des coffres-forts pour renforcer l'oppression, mais personne n'en veut. L'agitation grandit, gagne en profondeur.
des hommes parcourent les villages, passent, c'est de nouveau les bombardés, les récoltes détruites, la famine. La préparation à la guerre, c'est le chômage, une misère, une oppression accrue, comme Vichy. Personne n'en veut. Les objectifs de guerre de l'occupant français, de son patron américain, ne sont pas les nôtres. Ce qui nous concerne, c'est de les chasser hors de Tunisie, d'assurer l'indépendance de notre pays et prendre la paix. Pour la libération nationale, pour la paix, la terre et le pain, les impérialistes croient pouvoir disposer de nous comme chair à canon. Mais nous ne sommes pas prêts à mourir pour le salut de notre oppresseur. Notre salut à nous est dans l'union. Et la force de cette union dans notre haine des impérialistes, dans notre inébranlable volonté d'indépendance nationale. L'avenir appartient à notre peuple, comme à tous les peuples épris de liberté, d'indépendance, de paix et de bonheur. Et avec une foi absolue en sa force, il brisera toutes les entreprises de ses ennemis et forgera lui-même son destin.